Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le titre est Protestantisme et communication. Et effectivement, ce titre est intéressant parce que c'est un des problèmes qu'on reproche souvent au protestantisme, c'est de ne pas être assez visible, de ne pas assez communiquer. Alors, nous allons essayer de répondre à cette interpellation et tout de suite, nous allons rejoindre nos trois invités. Trois invités donc pour répondre à cette question concernant la communication dans le protestantisme. Et ma première invitée, Madame Pascale Oyois. Pascale Oyois est auteure et elle est l'auteure d'un roman, un roman en 3 tomes, La Chaînée à Jacinthe, et elle est aussi auteure d'une pièce qui est une adaptation théâtrale d'ailleurs de ce roman, en 3 tomes donc, et cette pièce s'appelle La pensée libérée. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Mes 2 autres invités sont Marianne Knetemann et François Choquet, qui sont tous les 2 responsables de la communication au sein de l'Église protestante unie de Belgique, une cellule de communication qui a été mise sur pied récemment et qui doit justement répondre à un de ces problèmes qui est la non-communication ou la mauvaise communication au sein de l'EPUB à l'intérieur, mais aussi en extérieur. Alors, ma première question, elle sera plutôt adressée à Pascale Oyois. Écrire un roman en 3 tomes sur cette période du XVIe siècle en Belgique, c'est évidemment intéressant dans la période que nous vivons en tant que protestants, qui est ce 500e anniversaire de la réforme qui a été initiée par Martin Luther lorsqu'il a affiché les 95 thèses contre le trafic des indulgences, à Wittenberg donc, contre le trafic des indulgences qui devait servir à la construction ou à la reconstruction d'une église de Rome. Alors ici, l'importance évidemment, c'est de se rendre compte que c'est une saga familiale, et il y a 3 tomes. Alors le premier tome, le titre général, c'est La Chaînée à Jacinthe, mais le premier tome porte comme titre Les dissidents du XVIe siècle. Peut-être un petit mot d'explication sur ce titre? Pourquoi La Chaînée à Jacinthe? Parce que c'est un écosystème spécifique à nos régions. Donc c'est aujourd'hui le bois de Halle, qui faisait partie avant de l'immense forêt de Soignes. Au mois d'avril, le sol se couvre d'un tapis mauve fluo de jacinthes sauvages qui sont très très bons, c'est tout à fait parfumé. Sous les jeunes feuilles, les jeunes pousses vertes, vert fluo aussi, c'est féerique et on vient d'ailleurs du monde entier pour le voir. Alors donc cette saga familiale se passe dans tout le XVIe siècle, donc dans le Brabant et surtout à Bruxelles, qui était la ville impériale de Charles Quint. Et dans ce premier tome, Lisbeth, la jeune fille, a une grand-mère qui était guérisseuse et qui a trouvé refuge justement dans la Chaînée à Jacinthe pour échapper à l'Inquisition qu'il avait traitée de sorcière parce qu'elle était guérisseuse. Alors, la grand-mère lit tous les écrits d'Erasme dont elle est tout à fait fan, et sa petite fille, Lisbeth, est enthousiasmée par les nouvelles idées de Luther. Et donc, à Bruxelles, elle assiste à la première mise à mort des premiers martyrs protestants des Pays-Bas. Et elle fera tout pour tenter de sauver ses amis luthériens du bûcher de l'Inquisition. Et si j'ai intitulé ce tome « Les dissidents du XVIe siècle », c'est d'une part pour marquer la pensée universelle humaniste d'Erasme, et d'autre part aussi l'action des premiers protestants, qui étaient une minorité, mais qui avaient une force de foi admirable et une volonté tenace d'améliorer le monde. C'est le premier tome. Alors le deuxième tome, lui, est plutôt un tome qui parle d'une relation épistolaire
puisque le titre c'est Journal à quatre mains sous la Réforme. C'est ça. Et donc, c'est composé de 2 journaux intimes qui sont tenus par les 2 filles de Lisbeth, du premier tome, et qui sont jumelles. Et donc, chacune a un regard sur les événements et un autre regard, une autre façon de vivre leur foi protestante. L'une qui est plus dans l'action, l'autre qui est plus dans la prière, la méditation. Donc, ce qui présente un petit peu un parallèle aussi avec Marthe et Marie par rapport à Jésus. Alors j'ai voulu aussi faire un parallèle entre l'enthousiasme et l'idéalisme exacerbé de l'adolescence et la fervente conviction des premiers protestants. Et donc ce 2e tome évoque aussi un épisode méconnu de l'histoire de Bruxelles, avec la mise à mort du bienfaiteur bruxellois Gilles Tilmans par l'Inquisition, ce qui a provoqué à l'époque un soulèvement populaire assez important. Et alors il y a un 3e tome qui est Egmont et Horn, l'allégeance bafouée, et qui en fait là entre vraiment dans la réforme. Là on est vraiment au cœur de la réforme. Tout à fait. C'est-à-dire que Philippe II a succédé à son père Charles Quint et a introduit la cruelle Inquisition dans notre pays, donc ça, qui a fait des milliers de victimes. Alors nos gouverneurs sont vraiment divisés quant à l'attitude à adopter par rapport justement à la cruauté et à la recrudescence de l'Inquisition. Alors, d'une part, le prince Guillaume d'Orange prépare une révolte armée, parce que lui, il veut vraiment débouter Philippe II, tandis que les comtes d'Egmont et de Horn disent on a prêté serment d'allégeance au roi, donc on veut pouvoir parler pacifiquement avec lui, mais malheureusement, parler à un dictateur d'une façon pacifique, c'est pas possible. Donc, les comtes d'Egmont et de Horn, qui étaient 2 types formidables, au fond, ont eu la tête tranchée, Philippe II l'a voulu. Et donc, j'évoque aussi là-dedans le voyage du prédicateur Guy Debray et la fondation de la République calviniste de Bruxelles. Et alors, l'héroïne de ce 3e tome, Pierrine, qui est la fille d'une des 2 jumelles du 2e tome, est une guérisseuse et une fine escrimeuse qui n'a pas du tout froid aux yeux. Elle participe notamment à la guerre des gueux des bois. Alors ses propres enfants, finalement, émigreront au Canada où ils espèrent créer un monde plus tolérant et plus juste. Et ça, c'est vraiment un véritable roman de cap et d'épée, parce que chaque chapitre amène une nouvelle aventure. Et Pierrine, tout comme les premiers protestants, a une énergie, une volonté, un courage, une foi active qui la guide à travers toutes les péripéties de la fin du XVIe siècle. Et alors, de ces 3 romans, vous avez fait une adaptation théâtrale, une pièce de théâtre donc, et vous avez donné à cette pièce de théâtre le titre de La pensée libérée. Alors peut-être comment vous est venue l'idée, et deuxième sous-question en quelque sorte, pourquoi ce titre La pensée libérée? D'abord parce que la pensée libérée, ça illustre le fait qu'au XVIe siècle, les premiers protestants ont tout risqué, même leur vie, pour obtenir le droit à la liberté de penser, notamment par rapport à la Bible et la religion. Et donc, ils étaient face au totalitarisme de l'Église catholique de l'époque qui avait l'Inquisition. Alors j'ai voulu en faire une pièce de théâtre pour montrer vraiment de manière vivante la détermination, le courage et même l'héroïsme des premiers protestants et de ces précurseurs de la pensée libérée, pour qu'ils soient un peu un exemple pour nous face aux abus des pouvoirs actuels. Alors on a organisé une tournée de la pièce en Belgique francophone tout au long de l'année 2017 pour commémorer les 500 ans du protestantisme. Et ce projet est une collaboration entre l'atelier théâtral Les Trois Coups, qui joue, l'ASBL Parler d'être et la Société royale d'histoire du protestantisme belge. Ah oui. Je voudrais aussi peut-être qu'on s'arrête à un moment quand même sur la teneur du message, parce que dans la volonté que vous avez de monter la pièce, et ça se retrouve d'ailleurs dans les 3 romans, il y a quand même cette volonté de transmettre un message. Alors ma question est, finalement, c'est quoi le message que vous voulez transmettre? Je me dis, imaginez, si vous n'aviez pas le droit de penser ce que vous voulez, si vous risquez la peine de mort à chaque fois que vous exprimez une opinion personnelle, si vous ne pouvez pas lire ce que vous voulez, si vous ne pouviez pas choisir votre religion, votre philosophie, eh bien, sans la Réforme, on en serait sans doute encore là. Parce qu'au XVIe siècle, les premiers protestants ont vraiment tout risqué pour libérer la pensée, justement. Ensuite, les idées de la Réforme ont débouché sur notamment la Déclaration des droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, l'aide sociale, ainsi que des actions essentielles des protestants qui ont été prix Nobel de la paix. Je cite Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui soigne aussi bien les alliés que les ennemis, Baden-Powell, fondateur du scoutisme qui enseigne la solidarité, l'entraide, le respect,
Albert Schweitzer, médecin précurseur de l'aide humanitaire qui a fondé un hôpital au Gabon, Nelson Mandela, Martin Luther King et bien d'autres qui sont vraiment des exemples de la foi active protestante. Et alors, dans la transformation entre les romans et puis la pièce théâtrale, comment avez-vous adapté les personnages de l'un avec le rétrécissement obligatoire de la pièce de théâtre? Voilà, finalement, il y a 8 rôles dans la pièce qui reprennent certains personnages du premier tome, donc au tout début du protestantisme dans les Pays-Bas, chez nous. Donc il y a une famille de Bruxellois bourgeois et érudits. Il y a la jeune mariée Elisabeth, il y a son époux, le maître drapier Hugues Boone, et la tante de celui-ci, Clara Boone. Alors, seuls Hugues et Elisabeth sont vraiment devenus luthériens, tandis que la tante Clara, tout comme Erasme, dont elle est une lectrice assidue, reste résolument catholique par peur de l'Inquisition. Alors, pour exprimer la voix du peuple, il y a une marchande de fleurs, un marchand de légumes et 2 représentants à la garde impériale. Et puis, il y a aussi Mona qui intervient, c'est une historienne d'aujourd'hui, qui explique à Lisbeth quels sont les nombreux parallèles entre le XVIe et le XXIe siècle, parce qu'il y en a énormément. Et alors, il faut dire un mot quand même, parce que c'est un défi à relever et à accepter, de trouver une compagnie, une troupe théâtrale qui accepte de monter cette pièce. C'est pas tout de l'écrire, encore faut-il qu'elle soit jouée. Voilà, bien j'ai trouvé une troupe formidable. C'est l'atelier théâtral Les Trois Coups, qui est né en décembre 1965 au sein de l'unité scout Jean Calvin à Carignan, donc juste à côté de Mons. Et cette troupe s'est exprimée selon différents axes, la comédie, le policier, la pièce à thème, la représentation religieuse, le théâtre patoisant, la création de spectacles de récital de poésie. Et leur originalité, c'est qu'en général, ils écrivent collectivement les pièces qu'ils représentent. Et donc, en 50 années de vie, cet atelier théâtral Les Trois Coups a produit plus de 100 œuvres. Et j'ai rencontré chez les comédiens actuels de cette troupe vraiment un enthousiasme, une efficacité, un sens de l'accueil, une volonté de bien faire les choses qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Oui, alors nous allons en arriver quand même à parler de cette cellule ou de ce service de communication. Je l'ai dit, vous êtes tous les deux responsables. Je voudrais d'ailleurs remercier Marianne Knetemann qui, bien que néerlandophone, accepte d'être sur notre plateau et de répondre à nos questions en français, ce qui facilite les choses. Un grand merci. Donc, cette cellule communication, d'abord, quelle a été... Comment l'Église, finalement, s'est dotée de cela, alors que ça faisait quand même un moment qu'il nous semblait, à l'intérieur de l'Église, qu'il y avait un manque, que quelque chose ne passait plus. Et est-ce que cette cellule n'est pas une réponse à ce manque? Bien sûr, mais c'était déjà plusieurs années qu'il y avait une ouverture pour trouver quelqu'un, pour essayer de trouver quelqu'un, mais... dans le choix, ils ont regardé qu'est-ce que sont les priorités d'avoir quelqu'un professionnel qui connaît tout de la communication ou quelqu'un qui connaît aussi l'Église. Et là, bien sûr, avec François et aussi moi-même, ils ont trouvé des gens qui sont de l'Église, qui connaissent l'Église, qui, je pense que je parle de nous deux, que nous avons un très grand cœur pour l'Église. Et là, avec cette motivation, on travaille sur la communication interne, mais aussi la communication externe, qui est très important aujourd'hui. Mais comme vous avez dit déjà, la communication interne est aussi très importante parce que les gens de l'Église ont beaucoup de fois, ils se retirent dans leur bâtiment de l'Église même. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de talents dans notre Église. Et si on collaborait, si on travaille ensemble, on peut donner la parole à tout le monde de l'Église, on peut donner la parole aux textes bibliques. Et je pense que ça, c'est très important, qu'on ne se cache pas. Ou plus. Oui, c'est peut-être un petit peu aussi le complexe d'une religion qui, en Belgique en tout cas, est largement minoritaire. On a toujours des difficultés à admettre qu'on ait quelque chose à dire au même titre que d'autres.
Oui. En effet, oui, le fait d'être minoritaire on a l'impression que ça donne un certain complexe aux protestants, alors que, bon, il n'y a pas de raison de moins prendre la parole ou que cette parole ait moins de valeur. Et dans l'enfermement qui est évoqué par Marianne, on peut voir une idée de ghetto protestant, et c'est vrai qu'il faut sortir de ça. Oui, et là alors, la publication Relief dont on va parler maintenant aide à sortir, parce que là on sent vraiment qu'il y a un souffle nouveau. Non seulement les textes sont aérés, on n'est plus dans un texte dense comme parfois dans certaines revues protestantes, on est dans un texte aéré avec des illustrations, et ça c'est réconfortant, je trouve. Oui, c'était aussi très important. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé Malak, le graphiste qui a travaillé avec nous, que les gens, surtout aussi les gens d'extérieur de l'Église, vont ouvrir cette magazine. Bien sûr, il y a des gens de l'Église qui disent aussi pourquoi c'est pas écrit sur la couverture que c'est de notre Église et que c'est quelque chose de vrai protestante. Et on dit, mais ça c'était aussi une de notre but d'avoir la possibilité aux gens qui sont des préjugistes, c'est ça en français, sur les religions et sur le protestantisme, d'ouvrir cette magazine, de regarder, de lire un peu et voir que même les anciens textes bibliques ont encore quelque chose à dire aujourd'hui. Oui, et ça justement, dans la brochure, ce qui est intéressant, c'est que ces anciens textes bibliques sont illustrés parfois de façon nouvelle. Je pense par exemple à cette image d'un arbre, très joli arbre, qui est une illustration tout à fait symbolique, parce que ça n'a pas un rapport immédiat avec le texte, mais qui fait réfléchir et qui aide à la réflexion. Oui, ce qu'on a voulu avec le photographe Luc Dehaye, qui a travaillé avec nous, c'est que les images, que ce soit des photos ou une aquarelle, les images soient aussi porteuses de sens et qu'elles révèlent quelque chose que les textes, que les exégèses ne disent pas sur le texte biblique. Oui, je voudrais simplement vous dire que ça, c'est... Pour quelqu'un qui est tout à fait extérieur, moi je n'ai fait que feuilleter la revue et lire les articles, ça apparaît clairement. Donc là, je pense que c'est un premier pari que vous avez mené à bien, en tout cas en ce qui concerne le premier numéro. Mais une autre question aussi est de dire, on sort peut-être d'une certaine morosité ou d'une certaine monotonie des parutions protestantes, parce que c'est plus gai, disons, ça a l'air plus dans le temps que dans certaines autres productions, et même des productions d'il n'y a pas tellement longtemps finalement. On a un ami pasteur qui nous a dit c'est presque trop joli pour être protestant en fait. Et c'est vrai qu'on a pensé cette revue comme un cadeau pour les gens de l'extérieur, en dehors de l'Église. Ça ne veut pas dire que les gens de l'Église ne peuvent pas le lire, hein, au contraire. Mais quand on veut offrir quelque chose, on essaye que l'emballage soit joli. Et pour reprendre ce que disait Marianne tout à l'heure, c'est pas écrit Église protestante dessus, parce que quand on offre un cadeau, c'est pas le nom de la personne qui offre qu'on met dessus. C'est plutôt, ça doit marquer plutôt celle qui va le recevoir. Oui, parce que non seulement le titre est porteur, Relief, mais il y a aussi la façon dont vous avez construit le livre, ou le magazine plutôt, vous l'avez construit avec deux entrées, une face francophone et ensuite une face néerlandophone, et ça c'est aussi intéressant au niveau emblématique et au niveau symbolique pour l'Église. Oui, c'est très important. C'est aussi pour ça que j'avais dit oui sur votre invitation, parce que je dis toujours que je travaille pour toute l'Église, tous les trois langues même, parce que nous avons aussi des églises germanophones en Belgique. De notre les pubs, mais voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette magazine Tête Bêche, une côté néerlandophone, une côté francophone, pour laisser voir que nous sommes une église unie. Et même s'il y a des différentes pensées même, c'est pour ça que nous sommes protestantes, mais que c'est une église unie et qu'on veut apporter quelque chose ensemble
Mais le fait deux d'être langues. en débat ne veut pas dire pour ça qu'on n'est pas unis. Hein. C'est Je ça. veux dire, c'est C'est important ça. aussi de garder une liberté de pensée à l'intérieur d'une Église unie. Bien sûr, ça c'est très important. Oui, alors je voudrais peut-être encore vous poser une question sur un aspect de votre travail qui semble vous tenir en tout cas à cœur et qui apparaît dans votre éditorial ou votre préface, enfin un des premiers articles, qui est la notion de slow journalisme. Alors dites-moi un peu quelle est la motivation de ce choix. Alors, la motivation, je dirais que c'est devant le constat qu'on a fait qu'on ne peut pas concurrencer les médias en temps réel. On s'est dit que la valeur ajoutée de l'Église protestante, c'était de prendre du recul et donc de prendre du temps. C'est pour ça qu'on a proposé un semestriel qui essaye de relire l'expérience humaine, ce qu'on vit à la lumière de la Bible et de ne pas être dans la frénésie de l'information. Oui, c'est ça, essayer d'éviter l'immédiateté. Voilà, oui. Oui, et aussi, ça c'est vraiment un magazine, comme je dis en irlandais, mais je dis maintenant, je traduis ça en français, un magazine pour laisser sur la table de salon. C'est pour ça qu'on a utilisé aussi le papier d'une bonne qualité. Ça peut rester. Il y a quelqu'un qui lit, il y a quelqu'un qui vient en visite. Vous pouvez montrer, donner même aux gens, etc. C'est quelque chose qui ne doit pas être jeté à un certain moment. Ça peut rester même dans une bibliothèque. Alors, je voudrais revenir un moment à Pascal Oyoa et lui demander, puisque la pièce, là, maintenant, tourne pendant cette année 2017, un peu du côté francophone, en tout cas, il y a plusieurs représentations. Certaines ont eu lieu, d'autres vont encore avoir lieu. Peut-être nous faire entrer mieux dans le texte. Non seulement vous êtes l'auteur du texte, mais vous êtes aussi actrice de théâtre. Et donc, peut-être, ce serait intéressant que vous nous présentiez une des scènes en la resituant, évidemment. Eh bien, c'est une scène où Hugues, donc le maître drapier, le mari de Lisbeth, rentre chez lui après avoir assisté à la mise à mort par le bûcher des 2 premiers martyrs protestants sur la grande place de Bruxelles, et il s'adresse à sa tante Clara. C'était atroce, mais ils ont été dignes et courageux. Leurs voix n'ont pas faibli quand ils chantaient des psaumes. Jean Van Eschen a dit « Nous mourrons pour le Seigneur et pour la vérité ». Et Henri Vouz avait un visage extasié au milieu des flammes. J'ai entendu crier « Il me semble voir des roses répandues ». Et comment ont réagi les spectateurs ? Tout le monde a bien compris qu'on avait exécuté 2 jeunes gens de grande valeur et de grande pureté d'âme. Les gardes ont été hués. On leur a même lancé des pierres. Ils ont dû disperser la foule pour éviter une émeute. Maintenant, tu vois à quoi mènent vos belles idées. Je veux bien défendre la liberté de pensée personnelle, mais pas si c'est pour me retrouver sur un bûcher comme ces 2 genoux. Mais leur sacrifice a porté leurs fruits. Tout le monde en parle. C'est bien glorieux, mais ça ne justifie pas qu'on périsse dans d'atroces souffrances et que l'Église nous voue à l'enfer. Cet enfer que l'Église nous promet si on ne lui obéit pas. Il est déjà sur terre. L'enfer, c'est l'Inquisition. Exactement. Et je n'ai pas envie de voir toute ma famille s'y retrouver. Lisbeth et toi, faites comme moi. Pensez ce que vous voulez, mais gardez-le pour vous. Pourtant, pour que le monde évolue, il faut bien qu'il y ait des gens qui répandent les idées nouvelles et qui montrent l'exemple de la rigueur et de l'ouverture d'esprit. C'est bien beau tout cela, je reconnais, mais c'est un peu trop idéaliste. Comment peut-on être trop idéaliste? Si je ne suis pas guidée par un idéal, où puiserai-je la force d'agir? Comme l'a écrit Thomas More, l'utopie est au départ de tout projet d'amélioration du monde. Le monde est ce qu'il est. L'Inquisition existe. Et il y a des personnes profondément nuisibles et sans aucune humanité qui dénoncent leurs voisins. Si ce sont ces personnes-là qui m'arrêtent dans mon élan, elles auront gagné. Tu es incorrigible, Hugues. Ton enthousiasme te perdra. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire la profession de foi qu'exprime Hugues dans la pièce. Pensez, tu dors. La liberté, tu l'ignores. Comme un mouton, tu fais ce que les autres font. Tu t'enlises, ta cervelle agonise. Réveille-toi,
Tu peux transgresser les lois. Esprit critique, réfléchis par toi-même. Tu es unique. C'est pour ça que Dieu t'aime. Vous, religion, auréolée d'éthique, mais empreinte de politique. Vos listes de morts nous blessent encore. À qui aime la vie et ne craint pas sa fin, ne peut-on trouver d'autres chemins dans un amour sans défi? À qui cherche sa vérité et ne craint pas la solitude d'opinion, ne peut-on donner entière liberté de choisir sa propre religion? Partons ensemble vers la recherche, ne nous donnons pas de limites. Humains perfectibles, soyons utopiques. Renions la facilité qui nous tend ses perches. Emplis de la grâce intérieure, source de sérénité et de paix, agissons pour un avenir meilleur, en acceptant l'autre tel qu'il est. Laissons chacun prier sa propre divinité. C'est une affaire strictement privée. Semons l'amour dans le monde, en respectant de tous les convictions profondes. Créons le paradis en nous, entre nous et autour de nous. Oui, alors voilà bien un écho, justement, quand on est dans une célébration, une commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. Voilà un texte qui résonne bien au niveau réformé. Alors peut-être, ce serait intéressant de vous poser la question, évidemment, c'est le premier numéro, donc c'est un peu compliqué de tracer des pistes pour l'avenir, mais quels sont à moyen terme et à long terme vos objectifs ? De toucher les gens. Les gens dans l'église et dehors. D'avoir des gens qui, pas seulement lisent relief, mais peut-être on peut dire même vivre relief. Et ça veut dire prendre cet ancien livre, la Bible, et lire et regarder qu'est-ce que ces textes, cette parole te dit toi-même. Le sous-titre, c'est profondeur dans ma vie. C'est pas le vie ou une vie de l'autre, mais la vie de chacun, chacune. C'est l'idée de s'approprier la parole pour que ça devienne mon moteur de vie. Oui, parce que pas seulement, on donne aussi pas seulement des abonnements de magazines relief, il y a aussi le club relief, comme on dit, et ça, on veut vraiment faire une communauté des gens avec un même esprit et faire des événements de rencontres aussi entre les différents gens qui lisent le magazine. Eh bien, un grand merci pour votre participation à cette émission dont le titre était Protestantisme et communication. Et je crois qu'on a bien tourné autour de ce thème. Il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante. Voilà. Ce dimanche soir sur la RTBF. Sur la une.